la gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États. D'ores et déjà, les décors est planté pour la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie ici au Canada. Une panoplie de délégations venues de plusieurs pays francophones vont devoir assister à cette grande cérémonie. C'est un moment d'échange d'informations d'intérêt commun, mais aussi un moment de plaidoirie. Eh bien, la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, va devoir intervenir un de ces quatre. C'est une grande cérémonie où le débat ira dans tous les sens. Économie, politique et des faits de société, et surtout des questions d'intérêt commun. Merci, Monsieur le Président. Je suis André Mbatamangou, député, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, premier vice-président de l'Assemblée nationale honoraire. J'interviens ici au nom de la délégation de la RDC qui participe à cette commission, tout en annonçant déjà que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, sera lui-même, il va diriger la délégation à cette 49e session de l'APF. Je vais donc pouvoir réagir aux 3 rapports qui ont été présentés. D'emblée, je voudrais dire merci. Merci à la reconnaissance de la situation qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, depuis en fait plusieurs années et qui s'est aggravée ces dernières semaines. Le rapporteur Pierre Flambeau a eu clairement à relever l'évolution du processus dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'événement qui a eu lieu le 19 mai, où il y a eu une tentative de coup d'État contre les institutions établies. Et aussi, ce qui est remarquable, il a pu relever la gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États. Et malheureusement, la République démocratique du Congo est victime, on l'a dit à plusieurs reprises, et les différents rapports des Nations Unies l'ont démontré, il est victime d'une agression étrangère. Le conflit se passe sur le territoire de mon pays, plus de 10 millions de morts, plusieurs millions de personnes déplacées. Le viol est devenu l'arme de guerre dans mon pays. Et tous ces jours qui passent, la situation est des plus graves. Et le rapporteur lui-même a pu se référer à une déclaration de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'était rendu dernièrement en France. Donc la situation est dramatique, très grave, et où? Dans le plus grand pays francophone du monde. Donc c'est un conflit de nature internationale. Et tout le monde sait que rien en droit international, rien, absolument rien, droit international général, droit international humanitaire, ne permet à un pays étranger d'intervenir sur le territoire de notre pays. À ce stade, il n'y a aucun argument de droit international qui justifie, par exemple, la présence d'un pays, parce qu'on l'a cité, le Rwanda, sur le sol congolais, rien, aucun argument de droit international. Donc la situation est très grave et nous sommes reconnaissants au rapporteur qui a pu relever cette situation, conflit de nature internationale avec la présence de plusieurs groupes armés étrangers. Le rapporteur aurait pu également insister sur les derniers événements. La prise de Kanyabayonga avec les troupes, le M23, il a été cité, en train de progresser sur le territoire de la République démocratique du Congo avec des missiles sol-air, des armes que ne peuvent avoir, qu'aucune rébellion ne peut pas avoir. Mais tout cela, ces armes qui viennent de l'étranger. J'ai réagi également au rapport sur la peine de mort, présenté par M. Nicolas Walder. Je suis l'auteur d'une proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. C'est dire que la République démocratique du Congo
au terme même de la Constitution, l'article 61 est déterminé à abolir la peine de mort. Nous l'avons dit à Luxembourg. La récente levée du moratoire, et le rapporteur l'a reconnu, c'est une mesure tout simplement exceptionnelle, due à la guerre qui nous est imposée. Évidemment, si la guerre finit demain, nous mettrons fin à la peine de mort. Donc la levée du moratoire, c'est une mesure exceptionnelle justifiée par cette agression dont mon pays continue à être victime. La dernière réaction, c'est au sujet du rapport de M. Nicolas Guina, directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie. Ici, Monsieur le Président, une fois de plus, nous avons suivi le rapport, aucune mention à la situation en République démocratique du Congo. Dans un rapport de l'OIF, aucune mention à la situation grave qui se passe dans le plus grand pays francophone du monde. Et tout le monde a suivi ce rapport. Et cela, c'est quand même, nous aimerions que l'OIF vraiment fasse des efforts. Parce que comment nous allons évoluer au niveau de l'OIF lorsqu'on ne sait même pas faire mention à la situation des plus graves, humanitaire, sécuritaire, qui se passe dans le pays pourtant, qui est pourtant le plus grand pays francophone du monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir tout simplement à ce que vient de noter le représentant de la RDC en soulignant qu'il y a des éléments que on ne parle pas. Je voudrais signaler qu'il y a une grave menace des forces démocratiques mondiales et RDR qui sont soutenues par la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner aussi le discours de haine contre les populations anglophones vivant au Congo. Et je voudrais noter que quand on parle de la situation de la sécurité en République démocratique du Congo, il faut aussi amener sur la table ces éléments. Et que l'on ne peut pas accepter qu'il y ait un discours d'un pays qui oublie certaines situations en demandant à l'APF de considérer tous ces éléments dans toute communication qu'elle peut faire au niveau des résolutions, au niveau de différentes formes de communication. Et je voudrais suggérer, au lieu de se lancer comme ça, la base de répondre, que l'on considère tous les éléments que l'on peut considérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir formuler des recommandations qui puissent permettre à la région du Grand Lac de pouvoir être entrée. Je souligne que le Rwanda est disposé à apporter sa pierre, à apporter sa contribution, pour qu'il y ait un dialogue fructueux entre parlementaires. Il y a le travail de l'exécutif, mais il y a aussi le travail des parlements respectifs. Et je voudrais noter que la seule façon de faire de fonctionner, de pouvoir aussi au niveau de la PF, de continuer la réflexion, par exemple, à travers le travail qui peut être fait au niveau d'un groupe de travail qui peut être mis en place, mais quand même arriver à des propositions concrètes pour qu'il y ait une paix durable et considérer tous les éléments, sans pouvoir tout simplement
pointer du doigt, ça ne sert à rien. Il faut une réflexion plus objective et qui suivit une position beaucoup plus concrète. Tout à l'heure. Un petit point que je voudrais ajouter, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences vis-à-vis du spoliateur? On n'a pas touché ce point-là. Je vais donner un exemple très simple avec la République démocratique du Congo. Nous qui avons des voisins très proches, à un certain moment, les voisins proches se permettent de croire que parce que notre patrimoine culturel a la possibilité de bouger facilement vers chez eux, ils estiment que ça les appartient tout de suite. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime d'une guerre injuste, tout simplement à cause de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, la terre est réclamée. Aujourd'hui, il y a des morts à l'est de la République, tout simplement à cause de ça. Alors, on n'a pas touché le côté conséquences vis-à-vis de ces spoliateurs. Quand vous vous retrouvez qu'il y a notre patrimoine chez vous et que cela vous appartient désormais, nous n'avons plus le droit de le réclamer. Et au finish, le voisin proche commence à réclamer la partie des terres parce que c'est succulent, ce qu'il voit, c'est extraordinaire. Il n'a jamais vu ça sur son sol. Il commence à réclamer la partie de notre terre. C'est quoi les conséquences au-delà du travail que la CEDEAO est en train de faire, au-delà du traité, au-delà de tout ce qui est en train d'être signé? Est-ce que ne serait-ce pas possible, ça c'est une proposition, qu'on revienne à cette rétroactivité pour savoir à partir de quel moment vous avez eu ces races, par exemple, d'où cela venait, de l'Okapi, par exemple, c'est connu que l'Okapi, c'est notre patrimoine à nous, mais le fait qu'il se retrouve au Rwanda, cela ne veut pas dire à 100% ou logiquement qu'il devient leur propriété. C'est quoi cette rétroactivité pour qu'on soit sûr que ces genres de pays peuvent à tout moment être sanctionnés en cas de refus? Voilà. Merci beaucoup. Je propose peut-être de prendre 3 interventions en tout cas. Il y a la Côte d'Ivoire et le Bénin, ensuite le Cameroun, et puis on reprend, Caro, si tu es d'accord, tout à la fin pour faire une sorte de synthèse. Alors, je donne la parole maintenant à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, Raphaël. Merci bien, Président. Je voudrais vous remercier d'aborder ce sujet qui est propre à l'Afrique. Je dirais que c'est un courage et il faut l'encourager. Je remercie aussi M. Zida pour son exposé qui nous éclaire tous comme Africains. Et nous sommes tous concernés par ce sujet, car il est d'actualité dans nos différents pays. Nous avons assisté par longtemps à un retour d'un tambour parleur en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes au cœur de l'action, je voudrais savoir si vous avez l'état actuel des retours dans nos pays africains, surtout dans l'espace CEDEAO. Ensuite, ces biens africains sont dans tous les musées du monde entier. Et je dirais, aux États-Unis, nous avons un petit État. Et je dirais, c'est une fortune. C'est notre identité. Mais en parler sans action ou sans un suivi, est-ce que nous n'allons pas encore attendre des années et des années pour le retour effectif de ces biens? Nous y tenons, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, et je salue déjà la section, la commission qui en parle. Je vois à Bucarest, nous en avons débattu,
Aujourd'hui encore, ici à Montréal, le sujet revient sur table. De dire que nous sommes aidés, mais n'allons-nous pas profiter de cette aide-là, de cette diplomatie pour un retour effectif? Je vous remercie. Merci beaucoup, notre collègue du Bénin de la parole.